Alors, bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue ici avec nous, à vous, public, et à vous, nos invités ce soir. Je laisserai Patrice Trappier, qui nous fait l'amitié d'animer ce débat, présenter nos invités. Et je me présente, je m'appelle Fanny, je suis programmatrice à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, la BPI pour les intimes. Et on est très heureux d'être là ce soir. Vous savez peut-être que la bibliothèque et le Centre Pompidou ont fermé depuis un an déjà. Mais on continue. Pendant tout le temps de fermeture, nous avons initié une programmation hors les murs, et c'est notamment avec la ville de Paris et les Bibliocités, son opérateur culturel, que nous avons continué à mener des actions, des rencontres, des débats, des performances littéraires, musicales. Et maintenant que la bibliothèque a réouvert ses portes dans le 12e arrondissement, donc c'est son lieu d'accueil pour les 5 années de travaux à venir, vers le métro Cours Saint-Émilion, si vous ne la connaissez pas encore, c'est l'occasion de la redécouvrir parce que nous y programmons toutes les semaines. Par exemple, la semaine prochaine, on a des rencontres sur le parfum, sur le climat. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir là-bas. Et on continue notre programmation hors les murs grâce à des bibliothèques charmantes et accueillantes comme la médiathèque ce soir qui nous accueille pour cette rencontre. Donc, comment ça va se passer ? On va avoir un temps d'échange, environ 1 heure, avec nos invités. Il y aura un temps de questions. Donc, vous aurez la parole également. Et il y a la librairie Valentin qui nous attend là-haut pour ensuite une vente dédicace de livres si vous le souhaitez. Que dire de plus ? Vous dire qu'il y a plein de ressources. Vous trouverez, s'il en reste encore des exemplaires, le programme mensuel de la BPI et le magazine Balise de la BPI qui vient tout juste de sortir. Il est tout nouveau. Et d'ailleurs, le comité de rédaction a consacré un très bel article à cette rencontre ce soir et à la ville de Saint-Denis. Vous le trouvez sur le web magazine, donc la version en ligne de Balise. Donc je vous invite, si vous avez envie de prolonger le plaisir de cette soirée, d'aller aussi consulter ce document. Bon. Fini de parler pour moi. On va laisser la place à Patrice Trappier et à nos invités. Un grand merci à vous de partager cette soirée avec nous. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Patrice Trappier. Je fais une petite page de publicité. On n'entend pas ? Là, c'est bon ? Super. Il faut parler près du micro. Donc, je suis l'un des rédacteurs en chef d'un journal qui s'appelle le 1 Hebdo, qui sort le mercredi et qui ne traite qu'un seul sujet à chaque fois, sans publicité et avec un grand dépliage. Donc merci d'être présent par cette soirée ensoleillée. Merci à nos 2 invités que je vais présenter dans un instant. Le thème qui nous rassemble ce soir, raconter le 9-3, ni le 93, ni la Seine-Saint-Denis, le 9-3. On pourra peut-être parler de cet aspect narratif entre histoire sociale et récit contemporain. Ce thème va nous permettre de confronter le regard de nos 2 invités, une historienne et un journaliste, comment chacun à leur manière, ils appréhendent cette France populaire qui fait l'objet de leurs travaux, comment ils mènent leurs recherches, leurs enquêtes, comment ils rendent compte d'une réalité très méconnue finalement, de pans entiers de la population, soit invisible, soit caricaturée. Et pour prendre une citation chère à Marion, d'un historien anglais, E.P. Thompson, comment rendre justice aux myriades perdues de l'éternité. Marion Fontaine, donc vous êtes une historienne, spécialiste de l'histoire politique et sociale des mouvements ouvriers, Vous enseignez à Sciences Po Paris où vous dirigez le département d'histoire. Vous avez soutenu une thèse de doctorat sur un sujet qui a inspiré il y a quelques années le dramaturge Mohamed Al-Khatib avec la pièce Stadium, à savoir le lien du club de football du RC Lens et de la culture populaire, en l'occurrence du bassin minier. Ce travail a été publié en 2010 aux Indes savantes. Vous avez publié depuis de nombreux ouvrages, dont une contre-histoire de la Troisième République. Et votre dernier livre, collectif, porte sur le travail en Europe occidentale. Puis vous en avez d'autres en préparation, je crois. J'ajoute que vous avez aussi écrit en 2017 avec Richard Berthollet un documentaire Sous l'œil des houillères et participé en 2020 au documentaire de Stan Neumann, Le temps des ouvriers. Antoine Tricot, je pourrais dire que vous êtes journaliste, mais je me suis demandé si ce n'était pas un peu réducteur, bien que ce soit factuellement exact, et qu'en outre, je pense que ce métier de journaliste bien pratiqué est fondamentalement le plus beau métier du monde, à l'exception de tous les autres, évidemment. Donc vous êtes journaliste, auteur, documentariste sonore, collaborateur régulier des meilleures émissions de France Culture, dont la fameuse série documentaire LSD. Votre observation minutieuse du réel vous situe à mi-chemin entre un journalisme littéraire et social à la Albert Londres et cette tradition de la non-fiction américaine. Je pense encore une fois à une référence ancienne, fin 19e, Nellie Bly, l'une des premières grandes reporters qui obtint le prix Pulitzer pour son récit de l'intérieur d'un hôpital psychiatrique au large de Manhattan. Vous êtes originaire du Cantal, vous avez habité 10 ans en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même d'ailleurs. C'est l'origine de ce projet qui nous réunit ce soir.
9-3, une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis, qui a aussi fait l'objet d'un podcast. Et vous avez aussi fréquenté ces terres ouvrières du Nord, familières à Marion Fontaine, avec 2 livres, l'un sur les dockers de Dunkerque, un autre, Cheville ouvrière, un essai de journalisme critique en milieu populaire. Et ces réflexions nous seront très utiles ce soir. Je voulais commencer par vous poser une question à tous les deux, un peu personnelle. Marion Fontaine, pourquoi vos recherches ont porté sur la France populaire, disons ? C'est vrai que c'est toujours... c'est une question qu'on me pose souvent, y compris dans des milieux scientifiques. Alors pour le dire clairement, ça n'est pas parce que j'en viens, du moins pas avant mes grands-parents, et avant ça compte pas. Petite fille d'instit, fille de prof, enfin j'ai une trajectoire sociale extrêmement classique. Je m'intéresse au monde ouvrier, aux classes populaires. La réponse la plus vraie, c'est parce que je les trouve extrêmement intéressants. Je les trouve extrêmement intéressants dans leur passé et dans leur histoire. Quand vous commencez à plonger dans les mondes miniers, les mondes souterrains du XXe siècle, vous plongez dans des univers d'une complexité, d'une vie qui sont absolument passionnantes. Donc je trouve que ce passé-là, il est absolument passionnant à étudier. Il est absolument passionnant à étudier, on y reviendra sans doute, parce que ce passé-là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, continue à peser dans les mémoires, dans certains gestes, etc. Et je m'intéresse aussi aux classes populaires. Alors ça, c'est plutôt... ça c'est prolongé avec la suite de mes recherches, surtout à partir du début des années 2000, parce que les discours que l'on porte sur elles m'intriguent, pour être gentille, m'exaspèrent quand je suis de plus mauvaise humeur. C'est-à-dire que je suis frappée par le fait que les classes populaires, c'est pas nouveau, mais c'est à la fois cette espèce de mythe, de fantôme que tout le monde mobilise partout, que tout le monde veut faire voter, etc., etc. Et en même temps, c'est l'objet, que ce soit d'ailleurs les classes populaires de Seine-Saint-Denis dont on va parler, ou les classes populaires de Picardie, ou les classes populaires des campagnes, de manière différente, c'est l'objet d'un nombre incroyable de stéréotypes négatifs, de fantasmes, qui nient en fait l'agency, pour prendre un mot, l'agentivité de ces classes populaires. Donc je pense que c'est aussi cette idée que de vouloir percer un petit peu les discours qui recouvrent aujourd'hui les classes populaires pour essayer un petit peu de comprendre ce qui est une réalité fondamentale dans la France contemporaine, dans tous les pays d'ailleurs, et essayer d'en dire quelque chose. Même question, Antoine, pourquoi avoir écrit sur, je ne sais pas d'ailleurs si vous dites 93, 9-3 ou Seine-Saint-Denis, plutôt que par exemple votre Cantal natal ? Oui, alors moi je dis tout, et à chaque fois on renvoie à d'autres choses. C'est vrai que dans le 9-3, on entend la question de la réputation qui fait écho à ça. Effectivement, je pense que j'ai une petite tendance aussi à aimer ce qui a mauvaise réputation et d'aller gratter ce qu'il y a derrière, sûrement influencé un peu malgré moi par Georges Brassens. Mais en tout cas, moi je suis arrivé à travailler sur la question non pas directement des classes populaires en tant que telles, mais plus sur des territoires populaires. Parce que je me suis retrouvé vraiment par hasard à Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer pour être précis, une commune fusionnée avec Dunkerque, en 2015, à démarrer une résidence d'écriture qui au début avait pour but de parler de projets artistiques qui devaient préfigurer une rénovation urbaine de 2 quartiers populaires. Or, ces projets artistiques avec le populaire, en fait, n'ont jamais eu lieu. Quelque part, parce qu'il y a la question de comment faire art plutôt dans l'espace public, c'était ça le principe. Ces projets artistiques n'ont jamais eu lieu. J'avais signé un contrat qui disait que j'étais une semaine par mois là-bas. Il fallait bien que j'écrive quelque chose sur ces quartiers populaires. Très vite, j'ai été ramené à la caricature du journalisme, sûrement meilleur métier du monde, mais certains le pratiquent d'une manière, on va dire, discutable. Et on m'a renvoyé ces journalistes blancs, bourgeois, qui arrivent dans un quartier populaire et parlent de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité là, et au contraire projettent des clichés sur ces espaces. Et c'est à partir de ça, de cette idée où je me dis, ok, moi je me retrouve là à faire quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire, où j'ai l'impression que je vais, moi aussi, parce que je viens du Cantal, je connais pas du tout Dunkerque, je connais pas les quartiers populaires, je connais encore moins les ouvriers, devoir parler d'une réalité qui m'est étrangère.
La contrainte aidant, on devient créatif, on réfléchit et en creusant, je me suis demandé comment on pouvait faire journalisme différemment sur ces espaces-là, les quartiers populaires, avec un principe assez simple, inspiré du travail d'un sociologue, Jérôme Berthaud, qui a écrit un livre qui s'appelle « La banlieue aux 20 heures », qui a étudié la construction des clichés sur les quartiers populaires, où il dit c'est beaucoup à base de faits divers, comment le fait divers s'est imposé dans les rédactions quand on parle des quartiers populaires plutôt que des questions sociales. Et je me suis dit, peut-être une façon de faire journalisme différemment sur ces espaces, c'est d'y aller quand il ne s'y passe rien, quand il n'y a pas de faits divers, quand il n'y a pas d'événements, ce qui pose énormément de questions d'un point de vue narratif, on pourra y revenir peut-être, mais également qui fait jaillir énormément de sens, énormément de sujets, et qui permet de déconstruire un petit peu ces milliers de fantasmes et de stéréotypes négatifs qu'on projette et sur les quartiers populaires, et du coup aussi sur les gens qui y habitent, donc les classes populaires. Le hasard fait bien les choses, souvent. Donc, en tout cas, il stimule. Donc vous êtes passé d'abord par Dunkerque pour après commencer ce travail-là, qui est assez considérable, une grande promenade narrative, sociale, humaine, dans la Seine-Saint-Denis, avec des témoins. Racontez-nous un peu votre méthode. Mauvais timing de boire un peu d'eau. On a tout le temps. Hein. Le projet de 9-3 commence par un projet radiophonique. La volonté est celle d'un centre de ressources qui était juste à côté de chez moi à Saint-Denis, qui s'appelle Profession Banlieue, qui est un centre de ressources sur les politiques de la ville, donc les politiques à destination des quartiers populaires, et qui voulait ouvrir le conseil scientifique de 12 scientifiques qu'il avait à un plus grand public. En voulant passer par le son, ils sont venus demander à travailler avec Making Waves, un studio de podcast qui est à Noisy-le-Sec, avec qui je travaillais, qui m'a proposé ce podcast, avec l'idée de faire un espace d'éducation populaire autour des quartiers populaires. Et donc, c'est bien beau de travailler à partir de scientifiques qui produisent du savoir sur les quartiers populaires, mais je voulais surtout pas faire un podcast à partir du studio, de cet espace clos, et aussi réduire l'expertise sur les quartiers populaires au travail académique, bien qu'il soit nécessaire de diffuser ce travail-là. Donc l'idée a été de très vite de prendre les chercheurs, les amener sur le terrain et de les faire discuter avec une personne qui est spécialiste de ce terrain, donc à chaque fois un autre endroit de la Seine-Saint-Denis, soit parce que cette personne y habite, soit parce qu'elle y milite, ou soit parce qu'elle y travaille. Et ensemble, créer, savoir autour des quartiers populaires, avec toujours en ligne de mire cette idée que effectivement le 93, le 9-3, et c'est pas anodin de dire ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est, comme je le répète, et dans le podcast et dans le livre, c'est le département le plus connu de France, mais aussi le plus caricaturé, parce que finalement, ce qu'on croit savoir sur le 93 ou sur le 9-3 a souvent très peu à faire avec la réalité du lieu. Et de ce fait, marcher dans cet espace-là, marcher dans ces paysages, ramener à une forme très concrète de ces espaces, des gens qui y vivent, etc., et qui tout de suite nous amenaient derrière l'écran à fantasme, mais dans le concret, la réalité des choses. Donc, on est parti sur ce projet de podcast, on a fait 12 épisodes, et à un moment donné, c'est poser la question de regrouper toute cette matière vivante, très importante, parce qu'à chaque fois on enregistre longuement ces promenades, les discussions qui en sortent, qui sont très fertiles et fructueuses, sous la forme d'un livre. Et donc l'idée n'était pas de faire un livre d'entretien avec des transcriptions du podcast qui n'auraient pas eu de sens, mais d'utiliser cette matière en y rajoutant moi ma trajectoire, ma réflexion, un jeu, donc une parole à la première personne qui permettait de contextualiser, mais aussi d'amener une réflexion qui était la mienne, habitant de Saint-Denis, de se dire, est-ce que moi, je peux me dire aussi habitant de Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce que ça veut dire, se dire séquano-dionysien dans ce territoire qui a été formé par des gens qui viennent de partout? Parce que comme le dit l'historien Emmanuel Bélanger dans le premier chapitre sur l'histoire ouvrière du département, tous les ouvriers viennent d'ailleurs. Dites-nous quand la Seine-Saint-Denis est née. Alors, officiellement, administrativement, en 1964, donc finalement c'est une création assez récente, au moment où on découpe le département de la Seine, dont fait partie Paris, etc., avec une optique politique claire, c'était que on ne voulait pas, en tout cas le pouvoir gaulliste ne voulait pas revivre ce qu'avait vécu la droite en 1936, avec un département qui pouvait passer du côté communiste de la force, on va dire. Et du coup, voilà, cette volonté de créer des départements qui permettaient de contenir, en tout cas, la poussée communiste, avec la légende dit, un pouvoir gaulliste qui dit au moins laissons-leur la Seine-Saint-Denis. Bon, ça a un peu débordé
sur le 95, le 94. Et voilà, mais en tout cas, voilà, l'idée était là. Plus beaucoup de choses d'un point de vue structurel, de construction d'infrastructures aussi. Il y a deux mots qui m'ont frappé au début du livre et qui vont parler probablement à Marion. En tout cas, le deuxième. Le premier, c'est les grues. Et le deuxième, c'est les traces. Et je pensais aux traces pour Marion. Les grues, ça me parle aussi, mais les traces aussi. Oui, je voulais juste revenir d'un mot sur ce que vient de dire Antoine Tricot. Je trouve qu'il met magnifiquement en avant l'une des expressions d'un historien britannique qui travaille sur les forêts, peu importe, et qui parle, lorsque l'on constitue des archives, de l'importance des archives des pieds. C'est-à-dire du fait de, au fond, on a une connaissance et du présent et du passé, également par la connaissance concrète, matérielle que l'on a d'un territoire. Et je pense que ce travail de journaliste, il donne aussi énormément d'éléments, et à mes yeux, il a des éléments tout à fait de travail d'historien. Puisque si on en revient sur la trace, qui est effectivement extrêmement frappant dès l'abord dans le livre d'Antoine Tricot. Alors c'est peut-être parce que je suis historienne, mais pas seulement. C'est à quel point ce qui peut sembler tout à fait contemporain, tout à fait neuf, etc., est en réalité un palimpseste de traces, un palimpseste d'expérience. C'est-à-dire que au fond, la Seine-Saint-Denis, puisque c'est comme cela qu'on appelle depuis 1964, est aussi le résultat de superposition d'expériences, de superposition de populations depuis la fin du XIXe siècle. Et vous le montrez très bien dans ces lieux qui le matérialisent, ce cimetière musulman, je trouve que c'est magnifique, les traces qu'il reste à la Courneuve, les noms des rues qui sont absolument fascinants et qui témoignent de toute l'empreinte des banlieues rouges. Donc ces territoires qui ont l'air seulement enclos dans le présent très 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 clos de CNews, on oublie en réalité extrêmement souvent qu'ils ne sont pas hors sol, hors norme, hors France, mais qu'en réalité ils sont intimement liés à l'histoire de France depuis, si on se borne à l'époque contemporaine, depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, les grues, c'est pas la fin d'une histoire, c'est la continuation d'une histoire, se posant d'ailleurs la question de ce que l'on garde, de ce que l'on modifie, de ce que l'on transforme. Le très beau dernier chapitre sur les jardins, je l'ai trouvé passionnant, comment on passe de la vieille tradition des jardins ouvriers, une constante dans l'histoire ouvrière au XIXe siècle, dans plein d'endroits, à ces jardins soutenables, autogérés. Donc je trouve qu'il y a dans ce livre à la fois une très belle réflexion sur les ruptures et sur les continuités. Y compris d'ailleurs dans les images et dans les fantasmes. Est-ce que c'est tout à fait un hasard si ce territoire-là focalise autant de fantasmes? Il faut se rappeler la peur que suscite en 1920-1925 la jeune humanité communiste, mais communiste à fond, hein, communiste bolchevique, communiste, je suis contre tout, absolument partout contre tout le monde, quand Paul Vaillant-Couturier clame désormais ce sont les villes rouges qui entourent Paris et la bourgeoisie ne pourra rien faire sans nous et elle dépendra de cette banlieue rouge. C'est-à-dire que la peur de ces territoires-là, alors, sans doute, elle s'est transformée, mais en réalité, elle est extrêmement ancienne. Peur du communiste, peur de l'étranger, peur de ce qui se nourrit autour. Donc, c'est pas simplement les traces réelles, pour terminer de répondre à la question, qui me frappent, ce sont aussi les traces dans les imaginaires, reconfigurées, réinventées, mais au fond, c'est toujours un peu les mêmes qui font peur, quoi, pour des raisons différentes, mais et c'est toujours un peu les mêmes territoires. Antoine ? Oui, classe laborieuse, classe dangereuse, voilà. C'est pas quelque chose de nouveau, effectivement. La question de la trace, pour moi, est effectivement très importante à plusieurs niveaux. D'abord, d'un point de vue professionnel, je suis documentariste. Effectivement, je suis journaliste, j'ai une formation de journaliste, j'ai aussi une formation d'historien. Et je documente le réel qui nous entoure, etc.
Et le fait ça me parle tout à fait ce que vous dites sur la façon de documenter avec les pieds, ou en tout cas avec le regard porté par la marche, etc., est pour moi essentiel. Et j'associe ça effectivement, au travail d'Édouard Glissant, penseur, poète martiniquais qui m'a beaucoup influencé, sur lequel j'ai travaillé aussi pour France Culture, et qui parle beaucoup de la question de la trace dans la recherche d'histoires qui n'ont pas d'archives, notamment l'histoire de l'esclavage. Bon, toute proportion gardée, il y a quelque chose de ça aussi dans l'histoire des classes ouvrières qui ne sont pas toujours éclairées de la même façon par les archives que peuvent l'être un certain nombre de classes sociales au fur et à mesure des années. Et donc dans ce paysage qui est effectivement en constante mutation de la Seine-Saint-Denis depuis le 19e siècle, depuis la révolution industrielle, qui se construit, se déconstruit, est modifié, rénové, est démoli, est traversé par plein d'infrastructures, parce qu'on revient quasiment, le premier chapitre commence à la gare de la Courneuve, construite en 1885. En 1886, il y a une usine de métallurgie à côté, et ça commence à être c'est le développement de la métallurgie à la Courneuve. Et en fait, dans cette transformation, effectivement, il reste des traces de ce qu'il y a été, malgré tout. Il n'y a pas rien, en fait, et tout n'est pas effacé, et des résonances se créent au fur et à mesure de ces promenades, et d'un point de vue mémoriel. On a un chapitre qui commence devant la plaque en mémoire des victimes du massacre du 17 octobre 1961, parce que on en parle avec Yasmina Bédar, qui est une militante associative de Saint-Denis, dont la cousine, donc Fatima Bédar, était une des plus jeunes assassinées à l'époque, qui avait 15 ans, et dont le corps a été retrouvé dans les écluses du canal de Saint-Denis, juste à côté de la gare. Et un autre chapitre commence devant la plaque commémorative aussi du décès de Zayed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, poursuivi par la police dans un transformateur électrique, et ainsi se crée effectivement en soi, au gré de la marche, de manière quasiment involontaire, des échos historiques qui marquent ce territoire. Et de la même façon, quand on se retrouve face à une friche industrielle à la Courneuve, où l'usine, qui était une des grandes usines métallurgiques juste à côté de la gare, a été rasée pour faire un nouvel quartier d'habitation et de plein d'autres choses, il se porte quelque chose, il se dit quelque chose. Et c'était ça qui était pour moi très important, c'est de lire, comme Édouard Glissant y invite, le paysage comme une archive à ciel ouvert qui permet de parler différemment des classes populaires qu'on ne le ferait à partir du simple collectage des archives administratives qui sont une vision particulière de l'État, porteuse de tout ce que vous avez dit sur le regard forcément biaisé et apeuré, aussi effrayé de ces classes populaires qui s'organisent. Parce que finalement, ce qui fait peur dans les classes populaires, c'est quand elles s'organisent. Vous écrivez une chose que j'ignorais, c'est que la Plaine Saint-Denis a été un des plus grands centres industriels européens pendant des décennies. Ça, je ne le savais pas, et pourtant je connais un peu cet endroit. Toutes ces grues, c'est tout de même la manifestation de la tertiarisation du territoire, non ? Et de la désindustrialisation, qui était un grand sujet pour Marion Fontaine. Effectivement, et je vais essayer d'être court, la question qui est un pendant, donc l'histoire du livre s'ouvre avec cette histoire de l'industrialisation, de la construction de cet espace, beaucoup porté par la fin des années du 19e siècle, mais aussi beaucoup par la Première Guerre mondiale, parce que ces usines sont portées par l'effort de guerre et se développent énormément dans la Première Guerre mondiale. Le pendant à ça, c'est la désindustrialisation. Une désindustrialisation qui en France est particulièrement violente, particulièrement rapide, et qui en Seine-Saint-Denis est à tel point important qu'on passe effectivement de la plus grande emprise industrielle d'Europe, comme le dit Emmanuel Bélanger dans le livre, à un territoire qui, j'aime à le rappeler de manière un petit peu ironique et un petit peu sous forme de blague, est proportionnellement au nombre d'habitants aujourd'hui moins industrialisé que le Cantal, qui n'est pas connu pour sa puissance industrielle. Donc effectivement, ça crée une grande différence, et au contraire de ce territoire qu'on connaît avec Marion, qui est Dunkerque, à Dunkerque, il y a des industries encore. Et du coup, la désindustrialisation a frappé tellement fort en Seine-Saint-Denis que tout a été à reconstruire, et notamment effectivement par une tertiarisation. Donc on va se focaliser sur d'autres types de travaux qui vont avoir des conséquences qui se retrouvent dans tous les chapitres. Quand on parle des déserts médicaux, il y a la question de la désindustrialisation est derrière, parce que finalement, que perdent les communes de la Seine-Saint-Denis
quand partent les usines, c'est énormément de rentrées fiscales. C'est que les usines rapportaient beaucoup d'argent. C'est ce qui a fait la puissance de ces communes, qui leur ont permis d'être des laboratoires politiques, de racheter avec panache les châteaux tout au bord du littoral français pour en faire des colonies de vacances pour les enfants d'ouvriers quand même. Enfin, voilà, ça c'est perdu. On en parle quand on parle par exemple des rixes, des embrouilles entre jeunes, parce que finalement, qu'est-ce qu'on perd aussi? Qu'est-ce que perdent ces jeunesses populaires? C'est une identité. On pouvait être nul à l'école dans les années 50, on trouvait un travail en usine et on était ouvrier. On pouvait changer de boulot, avoir des périodes de chômage, etc. Mais on était ouvrier, il y avait une identité. Aujourd'hui, il faut surinvestir l'école quand on vient de milieu populaire en espérant s'en sortir. Et même là, le résultat n'est pas au rendez-vous. On ne trouve pas de travail pour plein de raisons de discrimination qu'on connaît bien. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Voilà, l'identité territoriale. Et donc là, on retrouve encore cette question de la désindustrialisation qui bouleverse tous les usages. Et ça, on le retrouve aussi dans la pollution industrielle des jardins. On le retrouve dans énormément des thématiques qui m'intéressent dans le livre. Donc effectivement, l'impact de la désindustrialisation est très importante. Une identité et aussi une fierté ouvrière qui aujourd'hui a disparu. Qui aujourd'hui a disparu, oui. Juste pour rebondir sur ce que venait de dire Antoine Poinçot, je pense que c'est alors pas seulement parce que ça m'intéresse, mais parce que je trouve ça crucial. C'est important de rappeler que toute une partie des maux sociaux de la Seine-Saint-Denis, qui sont bien réels, sont des héritages de la désindustrialisation. En réalité, dans la mémoire collective, si on vous dit désindustrialisation, spontanément, vous allez placer ça dans le Nord, en Lorraine, dans le Nord et en Lorraine d'ailleurs, et puis c'est tout. Éventuellement un petit peu autour de Clermont-Ferrand avec Michelin, mais ça n'ira pas plus loin. Il faut rappeler à quel point la désindustrialisation n'a pas simplement touché ces grandes concentrations d'industrie lourde, même si elle les a aussi évidemment touchées, mais qu'elle a eu un impact majeur sur évidemment Paris et la région parisienne, comme sur Lille et la région lilloise, comme sur Lyon et la région lyonnaise. Donc rappelez que la désindustrialisation n'est pas une expérience enclose dans un certain nombre de régions, mais qu'en réalité, si on cherche aujourd'hui ce qui est commun à l'ensemble des classes populaires de ce pays, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quelle que soit, c'est très souvent, il suffit de remonter à 1 ou 2 générations, c'est l'expérience de la désindustrialisation. C'est-à-dire que les classes populaires aujourd'hui, dans leur immense majorité, ont été forgées par ce genre d'expérience. Donc je pense que c'est en effet extrêmement important de rappeler que la Seine-Saint-Denis, enfin la région parisienne, a été désindustrialisée. Pas comme le Nord sans doute, mais au fond, le résultat, j'ai envie de dire, est le même. Il est le même en termes de diminution du taux d'activité industrielle. Même le Nord-Pas-de-Calais, autre grand emblème de l'activité industrielle, si on accepte la région dunkerquoise, est plutôt moins industrialisée aujourd'hui que la moyenne. Si vous prenez une ville comme Lille, capitale du textile pendant des décennies, il n'y a plus aucune activité industrielle à Lille. C'est uniquement du tertiaire. Donc bien marqué que c'est une dynamique générale, qu'elle a eu un impact protéiforme non seulement sur celles et ceux, parce qu'il y avait des ouvrières aussi, il ne faut jamais l'oublier, sur celles et ceux qu'elle a touchés directement, par les fermetures, par les licenciements, par l'interruption des parcours de vie, mais qu'elle a touché encore plus fortement, et c'est bien cela d'ailleurs aussi qui expliquait les mobilisations ouvrières des années 70-80, les enfants. C'est-à-dire que si toute une partie des ouvriers aussi se mobilisent contre les fermetures, c'est pas seulement pour eux-mêmes. C'est aussi en pensant, parce qu'ils ne sont pas idiots, qu'une destruction et une déstructuration d'un territoire, ça va forcément peser sur leurs enfants, qui soit devront partir, soit devront rester, mais avec des chances infiniment amoindries, ou avec la nécessité de devoir miser sur des institutions, l'école, alors que pendant très longtemps, en effet, on leur a dit que ce n'était pas la peine. C'est-à-dire que la conversion à l'école des classes populaires, ces classes populaires à qui on a dit jusqu'aux années 70, quittez l'école à 13 ans, c'est très bien, vous serez beaucoup plus heureux comme ça, c'est un processus quand même qui a eu énormément d'impact. Et quant à la question des identités, évidemment, alors dans une zone comme Saint-Denis et comme l'ex-banlieue rouge, c'est absolument manifeste. Ça l'était aussi ailleurs, c'est-à-dire que l'identité qui s'est forgée, disons, entre la fin du 19e et les années 60, c'était en plus une identité extrêmement complexe, identité professionnelle, identité sociale, identité territoriale.
on était de Saint-Denis, de Montreuil, comme on était de Lens, comme on était, c'est pareil, de Roubaix, etc. C'est le même genre. Identité politique, très souvent. C'est-à-dire, alors, tous les ouvriers en France n'ont pas été communistes, sinon le Parti communiste aurait élu un président de la Ve République et nous serions tous au courant, mais il y a quand même aussi des éléments d'identité politique. Il y a aussi tout ce qui forgeait le rapport de ce monde ouvrier, un nous collectif opposé à un eux des patrons, à un eux des dominants, à un eux de tous ceux qui veulent faire attention à la manière dont ils se comportent et qui leur disent qu'ils ne se comportent jamais bien. Donc c'est aussi ces formes d'identité plurielle. C'est pas simplement une identité professionnelle qui a disparu avec la désindustrialisation, c'est un complexe d'identité où chaque élément tenait l'autre, et qui, effectivement, avec la désindustrialisation, s'est déstructuré avec les effets que l'on sait. Alors, certaines formes d'identité persistent plus que d'autres. Moi, ce qui me frappe, c'est par exemple la persistance, qui s'explique d'ailleurs, plus forte de l'identité territoriale. J'ai travaillé aussi sur le supporterisme et le Racing Club de Lens. Moi, je suis frappée de la manière dont le « nous » a très souvent aujourd'hui une définition extrêmement très territorialisée, mais où manquent parfois les différents éléments qui coexistaient, identité professionnelle, etc. Donc c'est une destruction identitaire, mais dont il faut bien penser la pluralité. Bon, j'ai 10 000 questions en tête, mais un petit passage quand même par le RC Lens, je ne peux pas résister. Bah surtout avec la perspective de demain, quand même. Demain soir, la finale de la Coupe de France. Mais le RC Lens, c'est pas que les ouvriers, c'est aussi la bourgeoisie. C'est-à-dire un lieu interclassiste de coexistence, je ne sais pas, vous allez le définir. Il n'y en a plus beaucoup des lieux comme ça où les classes sociales se retrouvent. Où les classes sociales se retrouvent et où en même temps... Alors, le RC Lens, c'est la bourgeoisie, c'est plutôt la bourgeoisie du moins le patronat minier, qui a essayé de le contrôler. Alors aujourd'hui, c'est un lieu interclassiste. Dans les années 50, ça l'est pas. Dans les années 50, le Stade Bollaert, le stade du Racing Club de Lens, c'est comme les stades britanniques, c'est un stade à 95-99% d'ouvriers. Aujourd'hui, il est effectivement interclassiste. Mais effectivement, moi, c'est pour ça que je suis passée d'ailleurs du sport aux questions de désindustrialisation et d'identité ouvrière. Parce que c'est là que je me suis pris en pleine face la question. C'est-à-dire, au fond, ce qui m'a interrogée, c'est pourquoi aujourd'hui, le Racing Club de Lens a acquis une telle importance pour dire du collectif, une telle importance pour dire des identités, alors qu'il a moins d'importance dans les années 50. Mais parce que les mineurs qui fréquentent le stade en ont beaucoup moins besoin. S'ils veulent se sentir ouvriers, membres d'un collectif, ils ont le travail à la mine, ils ont la CGT, ils ont le PS ou le PCF, ça dépend des jours, mais ils ont plein de lieux pour exprimer une identité collective. Aujourd'hui, au fond, ce que recèlent ces lieux, qui je pense aussi existent, ces lieux, le sport est évidemment un élément, un certain nombre, les jardins, des activités culturelles, c'est qu'effectivement... alors c'est sans doute une phase de transition, mais on est à un moment où toute une forme de lieu collectif et de lieu d'expression d'un collectif se sont déstructurés et où, et c'est aussi ce qui est très intéressant dans ce livre, s'esquissent, sans qu'on sache très bien encore comment, d'autres formes, d'autres lieux d'affirmation du collectif. Mais effectivement, l'importance actuelle du Racing Club de Lens est à mon avis un résultat presque direct de la désindustrialisation. J'avais deux questions. Je vais commencer par une, Antoine. Les traces, plutôt sur la localisation. Est-ce qu'on n'est pas plutôt maintenant de son immeuble, de sa cage d'escalier ou de sa cité, plutôt que de Saint-Denis, de Bagnolet, etc. Effectivement, et ça c'est donc dans toute cette réflexion qui nous anime sur la question de la jeunesse populaire et la jeunesse des quartiers populaires dans le livre, avec un long chapitre qui lui est consacré entre Montreuil, Saint-Denis, etc. Revient le travail d'un anthropologue qui s'appelait David Lepoutre, qui dans les années 90 a passé pas mal de temps à la cité des 4000, à la Courneuve, et qui a identifié effectivement ce dont Marion Fontaine parlait juste avant, cette forme d'identité resserrée sur ce qu'il a appelé le nationalisme de cage d'escalier. Et ce qui a remplacé ce grand nous complexe du monde ouvrier est devenu un nous, alors tout autant complexe, mais plus restreint d'un point de vue territorial, qui était celui de nous, les gars de la Courneuve.
Là, en l'occurrence, David Leboutre parlait des jeunes hommes, donc c'était vraiment ça qui passait avant. Et ça fait un écho, j'ouvre une parenthèse très rapide, mais beaucoup à ce que dit Benoît Coquart, qui a travaillé sur les milieux ruraux notamment, et les milieux ruraux anciennement industrialisés, dans son livre donc Ceux qui restent, où il raconte aussi ce nous contre eux, quoi, un eux un peu énorme, fantasmé, du coup, qui a plus cette désignation très claire que donnait la classe ouvrière et structurée politiquement au patronat, etc. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui sur des nous de localité. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas qu'un événement lié au quartier populaire et à la Seine-Saint-Denis en particulier. Je pense que c'est quelque chose de effectivement beaucoup plus général en France. Et cette question de la territorialité, elle a deux versants. Elle a un versant qui peut être effectivement malsain. On le retrouve dans tout le travail de Marwan Mohamed sur les embrouilles entre jeunes de différents quartiers, où justement il va falloir faire prévaloir l'appartenance à un micro-quartier qui va donner une identité, une fierté, et du coup va créer des tensions avec les autres de l'autre quartier d'à côté, parce qu'une rivalité va se créer, et donc va créer des espaces pour certains jeunes très, très complexes et abritant plein de violences dont ils ne sont pas les auteurs forcément, mais qui sont aussi ceux qui le réceptionnent, où on ne va pas pouvoir aller dans la salle de sport à côté parce qu'elle est sur le territoire des autres, etc. Mais il y a aussi un autre côté qui est quand même un côté qui peut être valorisant. En fait, cette question de bien aimer son quartier, c'est quasiment de là que pourraient partir énormément de choses, dont des engagements politiques forts, etc. C'est ce qu'on demande avant tout, par exemple, à un maire, d'aimer le quartier d'où il vient, de faire politique pour lui, etc. Et du coup, c'est ambivalent tout le temps, mais c'est vrai que ce chapitre sur la jeunesse des quartiers populaires en engendre un autre, qui est celui sur l'engagement politique en Seine-Saint-Denis, qu'on a toujours tendance à présenter à tort comme un désert politique, parce que si on regarde les chiffres de l'abstention, c'est toujours au-dessus de la moyenne nationale, etc. Et finalement, quand on est à l'écoute de ces espaces, ça bruisse d'énormément d'engagement. Alors, est-ce que c'est des engagements dits politiques, comme on pourrait le considérer avec un regard un peu étroit, de se dire que tout ce qui est politique, c'est être dans un parti, participer aux élections, à la limite être dans un syndicat. Mais si on ouvre un peu plus la sphère politique sur l'action collective, les solidarités collectives, on se rend compte que c'est un espace très dynamique politiquement. Et ce que je pressentais, donc, en associant cette dynamique d'engagement pour le quartier, souvent, qui s'est vu notamment en Seine-Saint-Denis assez fortement pendant le Covid, où très vite des collectes ont été mises en place pour récupérer de la nourriture, des chaînes de solidarité très fortes, basées sur du mouvement associatif, d'ailleurs souvent sportif aussi. Pour moi, était en tout cas, parce que c'était écrit avant les élections municipales, la preuve qu'il se passait quelque chose politiquement, qui n'était pas dans le spectre médiatique. Parce que se repositionner un mouvement politique à partir notamment des quartiers populaires, d'un engagement associatif qui, je prenais l'exemple de l'élection sous l'étiquette Nouveau Front Populaire en 2024 aux élections législatives d'Ali Diouara, qui avait créé un mouvement militant, citoyen, qui s'appelait la Seine-Saint-Denis au cœur et qui avait récupéré, avec le soutien de LFI, la possibilité de se présenter comme tête de liste à la députation, ce qu'il a obtenu. Et finalement, c'est assez fort de voir que les élections municipales ont poursuivi ce mouvement. Et ce qu'on a pu voir en Seine-Saint-Denis avec l'arrivée à la mairie, Ali Diouara a gagné la mairie de la Courneuve, Bali Bakayoko à Seine-Saint-Denis, on en a beaucoup entendu parler. C'était pour moi, et les scènes de joie populaire qu'il y a eu au moment de ces élections dans les mairies, au Blanc-Ménil aussi, etc., montraient quasiment en écho ce qu'avait pu être l'arrivée des jeunes pouvoirs, d'abord socialistes en 1919, puis communistes dans l'entre-deux-guerres, à la tête de ces mairies qui étaient quand même des maisons communes cossues, construites souvent, que ce soit à la Courneuve ou à Saint-Denis, un peu sur le modèle de l'hôtel de ville de Paris, et voilà, des ouvriers qui étaient sujets ou objets peut-être de tous les fantasmes apeurés de la bourgeoisie, prenaient ces mairies, ces maisons communes. Et là, j'ai l'impression qu'on a revécu lors des élections, dans une certaine mesure, 39 communes, c'est très loin d'être qu'elles aient toutes basculé dans de nouvelles équipes municipales, mais en tout cas, à Saint-Denis, à la Courneuve, à Bagnolet, dans un certain nombre de communes, il s'est passé une arrivée au pouvoir d'équipes municipales en partie renouvelées
d'un engagement qui vient pour moi de ces luttes locales, ce sentiment d'appartenance locale très fort, et qui recompose du coup pour moi un paysage politique à partir d'une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire politique. Alors, vers où ça va aller, j'en sais rien, je ne suis pas prophète, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Sur les traces, vous avez parlé des traces dans le paysage, dans les bâtiments, dans les plaques des rues. Les traces dans le discours de génération en génération, est-ce qu'il reste des traces d'un passé ouvrier à 3 générations, immigrées ou pas d'ailleurs, avec, on voit, génération après, et on est plutôt sur, aujourd'hui, disons, le travail de première ligne, le travail du soin, et puis des jeunes qui sont aussi en ascension sociale. Est-ce que les jeunes générations, y a rien, est-ce qu'il y a une coupure avec le passé ouvrier ou pas? La question, c'est à tous les deux, évidemment. Parce qu'il y a un truc qui m'a frappé vraiment, et là je m'appuie sur le travail d'un sociologue britannique, Richard Hogarth, sociologue né en 1919 dans les quartiers ouvriers de Leeds, et qui a écrit toute son œuvre sur la sociologie des classes populaires britanniques. Et je trouve que le livre le plus brillant jusqu'à aujourd'hui, c'est à mon avis l'une des plus belles autobiographies d'un intellectuel issu du monde ouvrier que l'on puisse trouver. Donc son livre s'appelle 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises. Et j'ai trouvé, je suis même allée vérifier hier tellement ça me frappait, un truc, alors évidemment inconscient, les jeunes gens ne mobilisent pas Richard Hogarth, enfin je pense pas, mais c'est-à-dire la méfiance vis-à-vis alors d'un nous qui n'est pas simplement un nous bourgeois, etc., mais la méfiance vis-à-vis des institutions qui apparaissent comme le produit des dominants. Hogarth dit ça, dans mon quartier, il est gamin dans les années 1930, l'assistante sociale, le policier, parfois le professeur, ça dépend, sont tous vécus comme des représentants du nous. Alors avec toutes les formes de contrôle social, en plus le contrôle social sur les classes populaires britanniques dans les années 30, c'est pas une plaisanterie. La violence policière contre les ouvriers en France comme en Grande-Bretagne dans les années 30, 40, 50, c'est pas non plus du tout une plaisanterie. Donc cette méfiance vis-à-vis de toutes les figures d'autorité, parce que ces figures d'autorité apparaissent, quoi qu'elles en aient, parce qu'elles ne sont évidemment pas toutes comme ça, un peu, comment dire... vendues, je vais reprendre les termes des organisations ouvrières vendues à la bourgeoisie, ça je trouve que c'est un phénomène extrêmement frappant. Et encore une fois, même ce rapport à la police, alors qui est évidemment aujourd'hui transformé par la question du racisme colonial, du racisme post-colonial, qui évidemment ajoute une dimension, mais le fait que les classes populaires aient eu un rapport distant, pour être poli, lointain, extrêmement méfiant vis-à-vis de toutes les polices du monde, qui ont pris plus souvent l'habitude de les fusiller ou de les taper que de discuter, là aussi me semble des constantes que l'on peut retrouver chez les acteurs. Mais excuse-moi, je t'ai... Ah non, c'était super intéressant, à tel point que j'ai tout à fait oublié la question qui m'était posée. La question, c'était les traces d'un passé ouvrier chez les jeunes générations, disons. Ce qui change aussi beaucoup, ce que dit Emmanuel Bélanger avec la fin de l'industrie en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est très important, le fait qu'on travaille dans la ville où on vit. Et du coup, il y a une proximité très claire du travail dans tout ce qu'il suppose en termes de lieux, de pratiques, de savoir-faire, etc. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec le départ des usines, le fait que effectivement on va travailler dans le tertiaire, du coup on va beaucoup travailler à Paris, ça s'est vu pendant le Covid là aussi, où effectivement il y avait énormément de trajets pendulaires qui s'étaient arrêtés, mais par contre ceux de la Seine-Saint-Denis vers les hôpitaux parisiens, vers un certain nombre de services de première ligne, effectivement ont continué. Donc je pense que cet éloignement-là a créé effectivement des ruptures. Il y a des ruptures de transmission qui sont perçues partout, tout le temps. Dans les mémoires ouvrières, où il y a souvent, avec les traumatismes, viennent du silence. Ça n'a pas été le cas partout, etc. Mais il y en a eu quand même beaucoup. Avec aussi derrière des tensions dans le monde ouvrier, parce qu'il ne faut pas
dans ce travail mémoriel, ou en tout cas où on revient sur cette histoire-là, percevoir le monde ouvrier comme quelque chose d'uniforme, d'homogène, et puis on va dire, fonctionnel dans tous les sens du terme. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, PSA Aulnay, donc l'usine de voitures qui a été très importante, où il y a encore des milliers et des milliers de travailleurs en 1980, est largement portée par des ouvriers originaires du Maghreb. Et il y a eu énormément d'histoires, notamment autour des grandes grèves de 83, de racisme au sein même de l'appareil, enfin des classes ouvrières de l'usine. Et du coup, ça aussi, ça a créé des ruptures, et ça aussi, ça a créé des revendications au sein même, enfin des tensions et une défiance d'une partie des jeunesses populaires, et même pas forcément des jeunes, vis-à-vis des représentants syndicaux, de la CGT en particulier, qui ont critiqué, qui ont même instrumentalisé le fait qu'un certain nombre des ouvriers étaient musulmans pour les tourner en dérision, etc. Donc il y a des marqueurs qui sont encore là, de ce fait, de cette défiance-là. Mais je pense qu'au-delà de ces ruptures de transmission du monde ouvrier dans les jeunes générations, désenchantement que ça a créé, qui demeure, il y a aussi des ruptures de transmission au sein même des mémoires de l'immigration aussi, par exemple, on en parle longuement. Je reviens sur cette histoire de l'engagement des luttes de l'immigration et des banlieues, donc le mouvement de l'immigration et des banlieues dans les années 80, la marche de l'égalité, etc., qui sont des mémoires qui ont peu été transmises aussi parce qu'elles n'ont pas été valorisées par une partie des classes culturelles dominantes, du travail patrimonial, etc., ou même de l'enseignement secondaire, par exemple. Et donc la défiance, elle est aussi vis-à-vis de l'enseignement secondaire. Il y a tout un chapitre aussi par rapport à ça, sur quelle histoire on apprend en Seine-Saint-Denis. Et cette histoire ouvrière, finalement, elle est peu transmise aussi par l'État lui-même, par l'école, voilà. Et cette fierté ouvrière, encore moins, parce que c'est là où on voit toujours qu'on est dans des cultures dominées, ou en tout cas subalternisées, qui ont moins leur place dans l'espace public. Et aujourd'hui, on le voit très clairement. Qui, dans les médias, parle d'ouvriers ? Qui, dans les médias, parle de cette histoire ouvrière, des luttes, de l'immigration et des banlieues, etc. C'est vraiment très réduit. Donc, on peut se dire qu'il y a eu peu de transmission à l'intérieur même des espaces populaires, mais c'est aussi, je pense qu'il y en a eu quand même beaucoup plus, et il y a quand même une certaine transmission qui s'est mise en place, et qui est aujourd'hui revendiquée par des jeunes générations qui essayent de changer les choses. Et on voit les backlash que ça fait quand des personnes originaires des quartiers populaires essaient de mettre en place d'autres formes de représentation historique de cette histoire-là. Mais surtout, il y en a eu très très peu d'un point de vue de l'opinion publique. Et je pense que s'il y a encore des traces de cette histoire ouvrière à l'intérieur de la Seine-Saint-Denis, dans les milieux populaires, effectivement, vous-même, vous ne saviez pas la place de l'industrie en Seine-Saint-Denis. Donc le reste de la France a totalement oublié cette importance-là de ce monde ouvrier de la Seine-Saint-Denis, qui pour moi est la marque que la Seine-Saint-Denis n'est pas quelque chose de marginalisé dans l'histoire de France, n'est pas un espace sécessionniste, mais c'est un espace qui est vraiment au cœur de l'histoire de France. Quand si la France des 30 Glorieuses a pu se développer, c'était grâce à la puissance industrielle de la Seine-Saint-Denis et le travail laborieux de tous ces ouvriers qui ont perdu leur santé. Pour terminer, on a 5 minutes avant de passer aux questions avec la salle. On peut parler un peu de méthode, parce que vous avez commencé par dire je suis arrivé à Dunkerque, je me suis retrouvé à faire des classes populaires et j'y connaissais rien. Comment on fait et peut-être qu'il y a un point commun entre le documentariste et l'historienne. Comment on fait pour s'imprégner, obtenir la confiance, écouter d'une autre manière, peut-être que le journalisme événementiel qui arrive, qui repart, qui s'occupe des faits divers, etc. Racontez-nous un peu. Oui, on fait modestement. Je pense que c'est déjà ça. C'est la question de se dire, effectivement, à l'origine, quand on se passe de l'événement, du fait divers en tant que journaliste, d'un point de vue narratif, il ne reste pas grand-chose. Du coup, parce que c'est facile à raconter un événement, un fait divers, tout de suite il se passe quelque chose, il y a des personnages, voilà, c'est vivant. Par contre, quand on se passe de ça, il reste une chose fondamentale qui est la parole. Et c'est là où le fait de faire conjointement de l'écriture et de la radio m'a permis de mettre au cœur de ce travail-là la parole. Et ça permet aussi de compenser un de mes manques, qui est le fait que, ne venant pas d'ici,
au départ, progressivement, ça commence à faire 12 ans que je travaille sur les quartiers populaires, j'ai acquis un certain savoir, mais à l'époque, je ne savais pas grand-chose, je ne savais pas aussi comment me positionner, et je me suis dit, la meilleure chose que je peux faire, c'est d'écouter, de commencer par me dire que vivent les gens qui habitent ici. Et quelles sont les thématiques qui sont pour elles et eux importants. Et c'est à partir de là, et du coup même dans mon écriture ça se ressent, je vais travailler donc à l'enregistrement sonore, contrairement à beaucoup de journalistes de presse écrite qui travaillent au carnet, et ce qui me permet de citer en longueur. Donc je cite dans les mots des personnes, dans leur manière de faire. Alors, tout un travail avec les éditeurs de translittération, parce qu'on ne peut pas écrire exactement ce qu'on dit, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, mais au plus proche, en tout cas, de comment les gens parlent, pour garder la manière dont les gens expriment ce qu'ils traversent. Et pour moi, ça, c'est très important, plutôt que de travailler au discours indirect, qui ferait que je mets mes mots dans la bouche de certaines personnes, et voilà, c'est ce qui me gêne plus. Et c'est du coup le premier travail, donc le travail de l'entretien, de l'écoute, de l'enregistrement, de la transcription, et c'est vraiment la structuration de mes livres va se faire comme un travail de montage radio, c'est-à-dire que je vais monter à partir de la parole des gens, et ma parole va arriver ensuite en contextualisant, en rajoutant mon expérience de vie, en rajoutant aussi tout un travail de reportage documentaire, en ramenant de la sensorialité, de l'émotion, qui permet d'aller chercher quelque chose qui n'est pas que dans les mots et dans le discours, et qui va permettre là de construire quelque chose de plus collectif, on parle d'histoire plurielle, qui dépasse effectivement mon simple point de vue, qui n'est là qu'en tant que médiateur, tout en étant conscient des biais que j'ai. Et c'est pour ça que je parle toujours à la première personne en disant d'où je parle. Et du coup, je parle à la fois d'un journalisme situé. Je dis, moi je suis Antoine Tricot, je viens du Cantal, donc ce que vous allez lire là, c'est ce que j'ai bien pu trouver dans ce travail-là. Quelqu'un d'autre que moi, une femme, une personne qui vient de ces endroits, aurait vu quelque chose d'autre. Et puis un travail de la banalité, c'est-à-dire à l'opposé du fait divers, qui est pour moi constitutif d'une toute petite partie de nos vies, d'essayer de trouver les lames de fond de la vie de ces espaces-là, donc ce qui fait le quotidien, et effectivement avec une certaine humilité que je rajoute en direct ce soir, qui est le fait de se dire je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir, et du coup la vérité que je vous présente est de toute manière fragmentaire, et elle est là au milieu de plein d'autres travaux, d'autres que moi, et c'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a une petite médiathèque bibliographique avec à la fois beaucoup de livres qui ont été écrits sur des choses en relation avec les quartiers populaires ou la Seine-Saint-Denis, des films aussi, et une sonothèque, parce qu'il y a énormément de très bons documentaires radio sur ces espaces. Marion Fontaine, quand on est historienne, oui. S'intéresser aux classes populaires, ça demande des précautions précises. C'est un peu la même question. À la limite, ça demande, mais c'est ce qu'aurait dit Marc Bloch à propos de ces paysans du Moyen-Âge, hein, ça demande de les considérer comme des êtres humains. Donc, ce que je veux dire par là, ni des bêtes, ni des anges. C'est-à-dire que je rejoins tout à fait Antoine Tricot sur plein de choses, sur effectivement la modestie, l'humilité. Je fais de l'histoire très contemporaine, donc non seulement je passe du temps dans les archives, mais j'interroge les gens, etc. Il faut passer du temps dans les cafés, il faut discuter avec les gens, etc. Donc c'est un travail de terrain, mais je pense qu'il faut aussi se méfier en permanence de deux travers bien explicités par les deux sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron dans leur livre Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, en deux mots. Ce que disent Grignon et Passeron, c'est que lorsque des intellectuels parlent des classes populaires, journalistes, écrivains, savants, historiens, c'est pareil, ils sont en permanence entre deux écueils. Soit l'écueil du misérabilisme, c'est-à-dire qu'ils voient les classes populaires comme des bêtes, comme des sauvages, complètement asservis à je ne sais quoi, etc., dominés, et donc qu'ils ne peignent que cette domination. Soit au contraire, c'est une autre tentation qui existe, ils voient les classes populaires comme des anges, comme des êtres parfaits. Alors c'est quelque chose que c'est très présent dans le discours, dans certains discours religieux, dans certains discours militants, etc. Et ils considèrent que le peuple seul a raison, que le peuple est une espèce d'entité
abstraite, parfaite, à laquelle il faudrait revenir, de la même manière que Diderot, dans le supplément au voyage de Bougainville, dit qu'il faudrait que les Européens des Lumières vivent comme les sauvages. Donc, ne pas considérer justement, c'est un principe démocratique, quoi, ne pas considérer les classes populaires ni comme des anges, ni comme des démons, mais comme des acteurs et des actrices soumis à un système de contraintes, à des formes de subordination d'une part, mais détenant aussi une part d'agency de l'autre, et essayer de comprendre la logique interne à la fois autonome et dominée de ces mondes populaires et de ces vies populaires. Ça, c'est l'avertissement principal que j'ai en tête en général quand je fais mes recherches. Merci. Peut-être on passe à vos questions. Je crois qu'on va avoir un micro pour... Deux ou trois questions et puis laisser nos invités. Il y a une question. Moi, j'avais juste une question. C'était, est-ce que vous pouvez nous redonner le nom de l'ouvrage dont vous avez parlé pendant la conférence ? Il y a eu beaucoup d'ouvrages. Oui. Lequel Celui, l'un de vos travaux, je crois que c'est l'un de vos deux livres. Du coup, moi, j'ai parlé de mon livre 9-3, une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis. Ok. Effectivement. Oui, je pense que c'est celui-là. Ok, très bien. Il y avait une autre question, monsieur ? Oui. Bonsoir, merci pour vos propos très intéressants. Je vais avoir deux questions qui ne sont pas forcément simples. Une première, vous avez eu plusieurs fois l'occasion de réinsister sur les hommes et les femmes. Et j'aimerais bien que vous veniez un peu nous parler justement de cette dimension féminine de la population et quels éléments porteurs, singuliers ou quels moteurs elles ont pu être dans les évolutions. Et la deuxième question, elle porte sur cette dimension identitaire, de multiples identités que vous avez évoquées. Et dans vos propos, moi, j'ai entendu aussi un écho sur une dimension d'un repli identitaire. Est-ce qu'il faut l'entendre comme ça, avec les mauvais échos qu'on peut entendre aujourd'hui dans une dimension plutôt rassemblement national ? On commence par la première question. Les Les femmes. Comment ? Oui, je sais pas si... oui, comme tu veux. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que la grille d'analyse sur le livre est dictée par le fait avec qui je parle. Il y a 25 et 26 personnes qui participent avec moi à ce livre, qui sont longuement citées, avec... je crois quasiment 50% de femmes et 50% d'hommes. Et du coup, ça montre déjà que l'agentivité justement des personnes de la Seine-Saint-Denis qui est autour du livre n'est pas genrée, avec des trajectoires de vie très différentes, des âges très différents. Moi, c'est ça qui est aussi au cœur de mon travail, c'est souvent de multiplier, quand on parle de pluralité, c'est vraiment multiplier les points de vue et les perspectives. Effectivement, il y a des problématiques particulières qui s'appliquent aux femmes en Seine-Saint-Denis. Elles ont été des ouvrières, elles ont participé à la puissance industrielle de la Seine-Saint-Denis pendant des années. Elles ont été touchées, elles aussi, très fortement par la désindustrialisation à plein de niveaux différents. Et aujourd'hui, on les retrouve dans le livre dans plein de manières différentes, même dans la question des rixes et des embrouilles, qu'on a l'impression souvent très masculine. Finalement, on retrouve aussi des femmes qui jouent un rôle dedans, des jeunes femmes, etc. Donc c'est pas oublié. Et puis il y a la question qui s'exprime, par exemple, quand je cite Fatima Ouassak assez largement, qui a créé co-créé avec d'autres, bien sûr, ce mouvement qui s'appelle le Front de mer, donc qui rassemble des parents d'élèves autour de luttes locales qui partent comme principe de prendre en compte les droits des enfants, l'expérience de vie des enfants, etc. Et là, elle développe effectivement plein de choses sur la question de comment sont perçues les mères des quartiers populaires, qui sont souvent invisibilisées, sauf quand il y a des moments de révolte des quartiers populaires, et on va appeler les mères pour qu'elles fassent ce qu'elle appelle le rôle de mère tampon, pour
pour pacifier ces espaces-là, et donc on va utiliser ces maires de manière objectivante finalement, sans écouter les luttes et les revendications qui elles-mêmes peuvent porter, notamment sur la question des violences policières, la peur qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la police, du fait que voilà, elles ont peur que leurs enfants se fassent taper dessus ou contrôler toutes les 3 minutes quand ils sortent dehors, et que c'est quelque chose qui est très présent et que, du coup, qui explique leur participation à des luttes contre les violences policières de manière très forte. On les voit dans les différents mouvements qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Et sur la question ensuite du repli identitaire, alors moi je ne parle vraiment pas d'un repli identitaire, c'est plus une question de transformation des identités, de qu'est-ce qui fait sens comme identité après la désindustrialisation. Et du coup, il y a effectivement un espèce de vide, au contraire, qui se crée. Donc, ce n'est pas un repli, c'est juste une disparition de cette identité ouvrière que le néolibéralisme a aussi attaqué de toutes parts en cartonnant tout ce qui était collectif dans tous les espaces, et en particulier populaire. Et du coup, il reste, par contre, et ça c'est un constat, la question de l'identité territoriale. Et j'ai bien volontairement mis en avant le fait que ce n'est pas une question qui est purement des quartiers populaires comme on pourrait le croire, mais c'est une question, et Marwan Mohamed le dit, le terroir est financé sur fonds publics dans plein d'espaces, en particulier ruraux. Je peux parler des fêtes des Goudots gourmands du Cantal, qui fait une grande fête à Aurillac chaque année, qui coûte très cher, en amenant toutes les spécialités culinaires, qui est vraiment une fête de valorisation du terroir local cantalou. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui, pourquoi ça serait problématique venant des quartiers populaires, alors que ça peut être une source d'engagement politique, comme je l'ai montré. La question, moi en plus, j'ai une relation à la question de l'identité qui est beaucoup inspirée d'Édouard Glissant, qui lui parle d'identité généreuse, avec cette idée, on parle toujours à partir de notre lieu, de l'endroit où l'on vit, qu'on a fait notre lieu, qui caractérise notre identité, mais ce n'est pas une identité qui clôture, qui ferme, à l'image, lui, qui utilise des cultures esclavagistes, coloniales, etc., homogénéisantes, nationalistes, mais au contraire, c'est des identités qui sont composites, créées, alors pas forcément de gaieté de cœur, parce que dans le bateau esclavagiste, les mélanges de cultures qui se forment ne sont pas quelque chose de voulu, et encore moins d'un sympathique métissage, mais vraiment d'une violence. Et dans le mot créolisation, qui revient un peu dans le débat public d'Édouard Glissant, il y a cette violence-là. Effectivement, ce creuset des identités crée des identités composites qui sont très visibles en Seine-Saint-Denis, dans le sens où on a des gens qui viennent de partout et qui ont créé de culture commune et culture nouvelle à partir de plein de choses. Et c'est ce qui est pour moi le cœur du livre, dans un chapitre autour du cimetière musulman à Bobigny, qui est vraiment un espace, vraiment un cimetière-monde qui regroupe énormément de personnes du monde entier qui ont leur mort là, que ce soit les derniers descendants des sultans ottomans, des gens musulmans du nord de l'Inde, ou des gens du Maghreb, ou des gens de couples mixtes, etc., qui montrent bien la complexité et à la fois la richesse de ces identités, qui ne sont pas des identités excluantes, mais qui sont des identités, au contraire, pour moi, permettant de passer à une nouvelle étape sociale et sociétale qui se présente aujourd'hui dans les nouvelles équipes municipales qui ont pu gagner aux dernières élections municipales. Et si je peux juste ajouter 2 choses. Alors sur la question du genre, oui, vous avez bien fait de faire la remarque. Et je pense que dans cette idée que... Il y a toute une histoire, alors c'est une vieille question, la CGT le demandait déjà en 1900, etc., c'est-à-dire faire des programmes d'histoire qui ne soient pas simplement des programmes d'histoire nationale des rois et des reines, mais de parler de l'histoire des classes populaires de ce pays. Classe populaire, ça s'entend aussi évidemment en féminin, et de la même manière que la classe ouvrière en France n'a jamais été autochtone. S'il n'y avait eu que des autochtones pour faire des ouvriers, nous serions encore une nation rurale. La classe ouvrière en France n'a jamais été exclusivement masculine, pour une raison qui tient à l'atonie de la démographie française au XIXe siècle. La France est un pays où le monde ouvrier est précocement féminisé. Les taux d'activité des femmes dans les classes populaires à la fin du XIXe siècle ne sont pas extrêmement différents de ceux qu'on connaisse aujourd'hui, surtout si on tient compte du travail informel, et de la même manière qu'elle est précocement composée d'immigrés. Donc cette idée que ouvrier n'est pas égal masculin, n'est pas égal au masculin, je pense que c'est une idée extrêmement importante et qui en effet mériterait que l'on approfondisse, jusque d'ailleurs aux mobilisations des ouvrières contre les fermetures
dont on a eu plein d'exemples récents. Sur cette question de l'identité, je voudrais juste rajouter 2 choses par rapport à ce qu'Antoine Tricot a dit. Je suis frappée par le fait que lorsqu'il s'agit des classes populaires qui expriment leur identité, d'une manière ou d'une autre, et là aussi c'est une vieille crainte républicaine qui les identités, les communautés, elle n'a jamais trop aimé, on s'inquiète. Pas qu'il y ait du séparatisme ou des identités des élites, ça gêne personne, mais quand des classes populaires expriment des identités, on craint toujours que ça ne mène au repli. Et au fond, si je voulais pousser, si on pousse jusqu'à aujourd'hui le paradoxe très loin, moi j'ai l'impression que, au fond, aujourd'hui, le monde intellectuel craint 2 types de repli identitaires. Le repli identitaire communautariste, etc., affecté à la Seine-Saint-Denis, ou le repli nationaliste, chauvin, etc., version Édouard Louis, appliqué aux classes populaires du Nord. Mais dans les 2 cas, ce sont des classes populaires, et dans les 2 cas, ce sont elles que l'on accuse de repli identitaire. Et jamais, encore une fois, d'autres catégories sociales qui sont largement susceptibles de faire sécession. Donc je pense que repli, au fond... puis d'abord, il faudrait se demander si elles ont le choix, par ailleurs, et alors, la deuxième chose, je reviendrai tout à fait sur le fait que je sais que les termes identité, appartenance, etc., peuvent susciter de la méfiance parce qu'ils sont parfois très usés de manière malaisée. On a besoin d'identité et d'appartenance collective. Toute la question est que une identité, c'est ce que dit Glissant, c'est ce que dit aussi Mona Ozouf, ne soit pas excluante et enfermante. Et toute la question, et là je vais citer Jaurès, le vieux socialiste mort en 1914, c'est qu'une identité particulière puisse trouver les médiations qui la mènent à l'universel. Jaurès dit le prolétariat. Il le dit au début du XXe siècle. Le prolétariat ne défend pas seulement son identité prolétarienne, il mène un combat universel. Il mène un combat qui est celui pour la libération de l'ensemble de l'humanité. Donc la question, est-ce que c'est celle des replis identitaires? Dans un certain nombre de cas peut-être, mais peut-être pas. Mais la question peut-être, et c'est là que l'on revient quand même à la nécessité de médiation politique qui ne soit pas simplement nationale d'ailleurs, qui devrait être internationale, c'est comment ces identités particulières, sans doute, territoriales, sociales, etc., peuvent devenir des lieux de médiation vers l'universel. Je pense que l'identité, à un moment où elle ouvre vers d'autres identités et vers, encore une fois, l'émancipation générale de l'humanité, n'a rien de gênant, mais que peut-être ce que l'on ne parvient pas à faire en ce moment, c'est à faire en sorte que les identités particulières puissent être des voies de médiation véritablement vers d'autres formes de construction de l'émancipation. On s'arrête là. Ou une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on prolonge l'échange autour du livre d'Antoine dont la libraire Valentin nous attend là-haut? Peut-être qu'il nous reste à vous remercier. Alors, merci tous les 3. Patrice d'avoir mené cet échange, de l'avoir rythmé. Merci à vous Antoine.